Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore accompagné d'Anthony, on la tourne juste après la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et aujourd'hui, on se retrouve pour des Unpopular Opinion F1. Je pense que c'est le sport qu'on a le plus suivi depuis qu'on est petit. Et donc je pense qu'on a beaucoup de choses à dire aussi. Ça va faire pas mal de débat comme la vidéo tennis. C'est parti. Du coup, pour commencer les Unpopular Opinion en F1, on va commencer en douceur en disant que pour moi, Leclerc, tant que ce n'est pas un leader, il ne gagnera jamais de championnat de sa carrière, même s'il a la meilleure voiture. Voilà. Bah du coup, je suis d'accord. Oui et non. Parce que pour moi, si tu mets un autre mal alpha à côté d'un Leclerc, un mec qui est vraiment un leader, je pense à un Norris par exemple, qui pour le coup, lui, je pense, est un leader, même parfois peut-être un peu trop avec son équipe. Et bah pour moi, il y aura concurrence. Tant qu'il a Carlos Sainz à côté, pour moi, si Ferrari l'année prochaine a une voiture pour gagner le titre, si c'est Carlos Sainz à côté, il n'y aura pas de débat parce qu'à un moment donné, l'équipe va favoriser Leclerc. Et je pense que Sainz, je vais pas dire a compris qu'il est moins bon que Leclerc. Et en plus, bon, là, on tourne cette vidéo après Monza, c'est pas un excellent exemple parce que Sainz l'a dominé tout le week-end. Mais sur l'ensemble de la saison, Sainz pour moi est moins bon que Leclerc. Et je pense que s'il a une voiture capable de jouer le titre et un coéquipier assez docile à ses côtés, pour moi, il ira chercher le titre. Mais si on lui met un Norris, Piastri, c'est peut-être encore un peu tôt, mais un Fernando Alonso, par exemple, à côté d'un Leclerc, pour moi, Alonso va bouffer Leclerc politiquement et sur la piste. Et donc oui, Leclerc, il doit s'affirmer comme un leader. Parce que bon, pareil, Xavi Marcos, bon, des fois c'est bien de copier Understood ou d'insulter un peu à la radio, mais il faut que ça bouge derrière aussi. Verstappen, il fait bouger les choses derrière, par exemple, et pour moi, oui, Leclerc, tant qu'il n'aura pas cet ADN de leader, si on lui met quelqu'un à côté de lui qui est un vrai leader, il se fera bouffer. Mais s'il a une voiture capable de gagner le titre et Carlos Sainz à côté de lui, pour moi, il va chercher le titre. Bon, et puis maintenant, Kanto a embrayé sur Leclerc, je vais continuer, mais pour moi, Charles Leclerc, c'est le meilleur pilote sur un tour de la grille actuelle. Pour moi, il n'y a pas un meilleur pilote pour aller chercher ce tour spécial dans le dernier tour de Q3, le dernier run. Alors même si à Monza, encore une fois, c'est Sainz qui l'a fait, mais Leclerc, quand on regarde l'écart, il n'y a que 67 millièmes. Avec les réglages de Carlos, donc si Leclerc avait réussi à bien régler sa voiture, il y a moyen qu'il soit allé chercher la pole aussi. Son seul problème, c'est que parfois il en fait trop. Je pense cette année par exemple à Miami où il en fait trop et il se sort. À Zandvoort où il remet les gaz beaucoup trop tôt dans un virage qui est encore humide. Il fait encore des erreurs, mais le tour parfait, Leclerc est capable de le sortir. Je pense à Bakou 2021 par exemple avec une Ferrari qui n'a pas de vitesse de pointe. Il tape Hamilton et Verstappen sur la grille. Il y a aussi Monaco 21 où le premier tour est exceptionnel et puis il en fait trop dans le deuxième. Mais s'il arrive à tout mettre bout à bout, il va chercher des pôles extraordinaires. L'année dernière, notamment quand la Red Bull était meilleure en deuxième partie de saison, la pole de Singapour qui prend face à Pérez, pour moi, Pérez doit prendre cette pole. 23 millièmes, Leclerc, il va chercher les 23 millièmes qui manquent à Sergio Pérez pour aller le battre sur la ligne. Et pour moi, Leclerc, c'est le seul pilote sur la grille qui est à l'heure actuelle capable de faire ça. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit, mais je mets quand même quelques réserves. C'est-à-dire que pour moi, c'est celui qui est capable de mieux extraire le potentiel de sa voiture quand il est en confiance, quand il a ses réglages, etc. C'est indéniable. Mais je ne peux pas le mettre en tant que meilleur sur un tour tant que il continuera à faire ses erreurs, à trop pousser la voiture à la limite. Pour moi, il fait encore un poil trop d'erreurs. T'as dit Zandvoort, Miami, voilà. Là où il avait une potentielle pole à chercher, malheureusement, il n'a pas pu finir son tour. Donc pour moi, il y a encore un poil trop d'erreurs. Je ne dirais même pas de jeunesse ou quoi, ou d'expérience. C'est juste que il pousse trop, c'est dans sa nature, il pousse trop la voiture parce qu'il veut beaucoup en faire. C'est très bien, mais je trouve qu'il a encore du mal à gérer ce genre de choses. Par contre, oui, quand il met tout bout à bout, c'est indéniable. Il fait des tours majestueux. On a vu Barcelone 2022, où il se rate sur son premier run et puis après il fait un tour d'anthologie sur son deuxième run. Il est capable de sortir ce genre de tour légendaire qu'on pourra parler dans plusieurs années. Donc, pour moi, mon unpopular opinion, mon deuxième, c'est que il y a trop de Grands Prix
par saison. Bon, c'est pas forcément unpopular, mais je vais argumenter, et ça, je pense que c'est unpopular. Pour moi, c'est pas forcément qu'il y a trop de grands prix urbains ou des grands prix qui sont pas intéressants, etc. C'est que pour moi, ça maximise, enfin, ça augmente le chance que le championnat soit pas intéressant. J'explique. Quand il y a moins de grands prix, chaque abandon, chaque erreur est pénalisée de façon beaucoup plus grande parce qu'il y a moins de grands prix pour rattraper cela. Alors que je trouve que des saisons où il y a plus de 20 grands prix, perdre 25 points sur une course, et ben c'est très facile de les rattraper après si tu as la meilleure voiture, etc. Donc bon, là pour cette saison, c'est un peu une anomalie parce que Red Bull, par exemple, n'ont aucun souci, ou en tout cas n'ont pas de soucis qui leur font perdre des courses. Mais je pense qu'à l'avenir, s'il y a deux écuries qui se battent, et ben malheureusement, avec le nombre de grands prix, ben, ce sera simple de gommer les erreurs de l'une ou l'accident de l'autre. Voilà. Donc il y a trop de GP pour ces raisons-là. Le championnat est faussé pour moi à cause de ça. Ok. Et merci à Anthony qui fait référence à deux de mes vidéos, je vous les mettrai dans la description, celle sur le calendrier et celle sur le débat du GOAT où j'expliquais justement que Fangio pour moi était le GOAT parce que il n'y avait pas beaucoup de courses dans les saisons, c'était des saisons à 8-9 courses et chaque abandon, chaque crash, chaque erreur se paye extrêmement cher par rapport à tes concurrents. Et donc pour moi, ouais, moins de grands prix, et bah ça donne des luttes plus serrées au championnat. Quand on regarde 2007 par exemple où ils arrivent à 3 au Brésil pour le titre. Bon, c'est mauvais souvenir pour toi, visiblement, puisque c'est Raikkonen qui prend le titre à Hamilton et Alonso. On a aussi, après, 2008, pareil, pas beaucoup de courses. On arrive au Brésil, ça se termine à 1 point encore une fois. Même en 2010 et en 2012, où quand on arrive à la fin, il y a un peu plus de courses, mais c'est toujours très serré. La seule exception à ça que je vois, c'est 2021. Pour moi, c'est la seule exception, parce que c'était une saison à 21 courses, je crois. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il y avait 21 courses. Et on arrive au championnat, enfin à la dernière course, à égalité au championnat. Pareil, les saisons Hamilton-Rosberg. Mais là, c'était plus intéressant parce que c'était deux coéquipiers. Donc ils étaient vraiment deux avec la même machine pour se battre. Il n'y avait pas de... Ouais, il y a une voiture qui est plus fiable, il y a une voiture qui est meilleure sur les circuits urbains, etc. Mais pour moi, dans des combats avec des voitures différentes, et avoir moins de grands prix, ça resserre l'enjeu, etc. Et je pense que c'est ce que les nouveaux fans Netflix veulent voir aussi, de l'enjeu jusqu'à la dernière course. Et avec la saison 2023, ils vont sans doute bien se faire chier. Mais voilà, oui, pour moi, le nombre de grands prix doit être réduit. Et aussi parce qu'il y a trop de grands prix urbains. Pour moi, et je dis bien pour moi, et c'est là j'ai eu l'idée parce que je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur Twitter, alias X, c'est que le push to pass serait meilleur que le DRS pour la Formule 1. Comme en IndyCar où en fait, en Formule 1, tu as une ligne droite où tu ouvres le DRS et où tu peux gratter sur les circuits à fort appui aéro, tu peux gratter jusqu'à aller 4, 5 dixièmes en une ligne droite. Alors que pour moi, un push to pass avec une batterie qui va potentiellement se recharger à chaque freinage, un peu comme le Kers à l'époque, et ça t'oblige à être méticuleux dans ta façon de faire, à choisir ton endroit et potentiellement à surprendre l'autre par l'extérieur dans un virage ou plonger de très loin, sortir sur l'extérieur, push to pass pour garder du grip et de la trajectoire sur l'extérieur et finir ton dépassement. Et pour moi, ce serait plus intéressant de voir les pilotes se battre à entre guillemets armes égales, puisque le pilote de devant aurait aussi le push to pass et choisirait quels endroits pour l'utiliser. Et ouais, pour moi, ça donnerait lieu à des batailles qui seraient plus longues et plus belles, et moins ce truc artificiel qu'est le DRS où tu te rapproches et où tu plonges à l'intérieur, puisque maintenant, en fait, la stratégie des pilotes, c'est d'être derrière à la ligne DRS et de plonger au premier virage. Et sincèrement, les plus belles batailles, ce sont celles où on s'y attend le moins dans les virages. Quand je vois quelqu'un qui plonge à Mirabeau à Monaco, par exemple, moi, je trouve ça beau. Je préfère ça qu'un mec qui va plonger à l'intérieur à Bahreïn, par exemple, puisque c'est un endroit qui est extrêmement classique pour doubler. Du coup, pour répondre au push to pass, moi je suis d'accord, mais j'irais quand même différemment. C'est-à-dire que pour moi, celui de la IndyCar est très bien, mais je préfère celui de la Super Formula. Je vous invite à regarder un peu comment ça fonctionne, tout ça. Et en fait, c'est un bouton que vous pouvez utiliser quand vous voulez aussi, et que les autres ne peuvent pas forcément voir, qui se recharge toutes les 200 secondes, et que du coup, vous permet de dépasser où vous souhaitez. Donc, ça permettrait dans des circuits où il n'y a pas forcément de dépassement de base, de ne pas forcément attendre la ligne droite pour dépasser. Ça permettrait de juste avoir une meilleure sortie de virage, l'utiliser
pouvoir prendre l'aspiration et dépasser. Pas forcément avoir le DRS, reprendre une seconde à la personne, enfin au pilote devant, et puis le dépasser avec du coup des dépassements qui se finissent avant le freinage et qui sont tout fades. Donc je pense que ça serait une bonne idée. Après, à voir comment ça peut être développé en Formule 1 avec déjà toute la complexité des moteurs, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire vu que le RS est bien présent. Donc si on si on le revoit dans son fonctionnement, ça peut être possible. Donc, pour moi, Piastri actuellement fait une des meilleures saisons rookie de l'ère moderne, c'est-à-dire depuis les années 2000. Pour moi, à part 2-3 pilotes et encore, je suis gentil, je trouve que c'est très impressionnant de pouvoir rivaliser avec un soi-disant prodige comme Norris dès que la voiture a une bonne forme. Et on voit souvent, rien qu'à Monza on a vu, il se suivait jusqu'à son incident, mais toujours Piastri peut-être n'a pas le même rythme, mais toujours pas loin de Norris. Bah écoutez, moi je suis d'accord en fait, parce qu'on parle beaucoup de talents qui n'arrivent qu'une fois par génération. On parle de Verstappen, Leclerc, Russell et donc maintenant Piastri. Mais au final, des talents comme ça, maintenant, c'est presque c'est tellement conditionné depuis le karting que des talents qui arrivent comme ça peut devenir la norme si la personne est bien entourée. Et Piastri, il est suivi par Mark Webber. Pour moi, il est extrêmement bien entouré donc par Mark Webber. Et ouais, pour réagir à ce qu'a dit Anthony, des saisons rookies aussi bonnes que la sienne. Bon, pour moi, il y a Hamilton en 2007 qui est probablement l'une des meilleures saisons rookies all-time. Il y a celle de Rosberg en 2006 qui est excellente aussi. Il y a Leclerc en 2018 avec sa Sauber qui fait des miracles. Et puis il y a Piastri qui, depuis que la McLaren a retrouvé un bon niveau, il fait quasiment jeu égal avec Norris. Son seul défaut, maintenant, c'est un peu son manque d'expérience par rapport à un Norris qui a déjà 5 ans en Formule 1, je crois. Donc, ouais, quand on voit le rapprochement des performances entre les deux, ouais, pour moi, sa saison rookie est réussie. Et effectivement, Otto a raison. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui disent que non, parce que oui, à Silverstone, il aurait dû faire le podium, à Budapest aussi. Il a quand même fait deuxième de la course sprint à Spa. Il est passé à 12 millième, je crois, ou pas loin de la pole de la course sprint. Non, Piastri, sincèrement, sa première saison, c'est une réussite. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il aille chercher un podium à Suzuka, par exemple, ou sur un circuit à fort appui d'ici la fin de saison. Pour moi, et je dis bien pour moi, si Robert Kubica n'avait pas eu son accident, il aurait eu un titre de champion du monde. Parce que... Pourquoi tu rigoles, toi? Ça commence, ça y est. Parce que pour moi, Robert Kubica, c'est un des pilotes les plus talentueux de sa génération. Hamilton l'a dit, Vettel l'a dit. Et s'il avait continué sa progression avec Renault, parce que la Renault de 2010, il faut voir les performances qu'il fait. Quand il fait deuxième à Monaco en qualif avec ça, c'est impressionnant. Il fait deuxième aussi en Australie. Et sincèrement, Kubica, il n'a qu'une seule victoire en carrière. Et pour moi, c'est même pas la course où il était le meilleur. Le mec, il a une pole, une victoire. Mais donnez-lui une voiture qui est capable d'aller chercher le titre. Et pour moi, avec une main viable, il va en chercher un. Kubica, c'était un talent générationnel, un peu à l'image d'un... À qui je pourrais le comparer? À un Norris aujourd'hui, qui n'a pas encore véritablement explosé Norris. Pour moi, Kubica, il n'a jamais totalement explosé parce qu'il n'a jamais été aussi dans la voiture qui pouvait le propulser. Pareil, après sa victoire au Canada en 2008, il faut savoir qu'il est leader du championnat après la course et BMW décide d'arrêter le développement de sa voiture parce que en fait ils avaient atteint leur objectif de la saison qui était une victoire. Et pour moi, ouais, Kubica avec une voiture qui est capable de jouer le titre, il est capable de jouer le titre aussi. Bon, j'ai rigolé, mais c'est pas absurde. J'explique pourquoi. Kubica est un très bon pilote, il pilote très bien. On voit encore en endurance actuellement. En endurance, il continue à faire du très bon travail. Avec une main en moins. Avec une main en moins. Et ça reste un pilote vraiment, vraiment talentueux. Ça, c'est indéniable. La seule chose qui fait que moi, ça m'a fait rire, c'est que il n'est pas tombé dans la bonne période. Je m'explique. Il est arrivé, ça c'était 2008, mais il est arrivé dans une période où, même en 2010 ou ce que tu veux, malheureusement, il avait toujours une écurie qui était meilleure que celle où il était. Et ça allait faire que même si c'était le meilleur pilote sur la grille, il n'allait pas gagner le championnat. Parce que bon, les années 2010, on l'a vu avec du coup d'abord Red Bull.
de 2007 à 2010, c'était assez ouvert entre Ferrari, McLaren, Brown GP aussi. Mais bon, il n'était pas dans les bonnes écuries. Donc pour moi, oui, il avait le potentiel pour être champion du monde. Mais malheureusement pour lui, il n'était pas dans les bonnes, il n'était pas au bon endroit au bon moment. Donc pour moi, mon quatrième unpopular opinion est que un pilote alpine du nom de Gasly a fait le pire choix de sa carrière en allant chez Alpine. Pour moi, c'est une écurie où, ok, il pourra gratter 2-3 podiums par-ci par-là, comme on avait à Zandvoort, il a réussi à prendre un podium, etc. Mais pour moi, il a laissé passer sa chance. Il est arrivé trop tôt chez Red Bull, ils ont fait n'importe quoi avec lui. AlphaTauri, malheureusement pour lui, le développement n'est pas bon. Et là, les baquets d'au-dessus sont bloqués jusqu'en 2025 au minima pour Mercedes, et il a déjà 27 ans, donc il a encore du temps devant lui. Mais s'il approche de 30 ans et qu'il n'a jamais rien fait de mieux que sa victoire à Monza, qui est très circonstancielle quand même, je pense que ce sera un pilote où il y aura de gros débats pour dire est-ce que ce n'est pas juste un pilote très bon dans une petite écurie. En fait, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec le fait qu'il se bloque en allant chez Alpine, mais quand tu dis que c'est les pires choix, en fait, je suis pas d'accord parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Chez Red Bull, c'est bloqué. Pour moi, ils allaient pas le reprendre. Ça y est, il avait laissé passer sa chance. Et il n'y avait pas de siège meilleur au-dessus. Donc, forcément, tu choisis l'équipe qui te permet, entre guillemets, de performer le mieux possible. Parce que cette saison, s'il avait encore végété chez AlphaTauri, et sa saison, elle se serait beaucoup mal passée, et beaucoup moins bien passée. Sa cote aurait beaucoup baissé aussi auprès des autres écuries. Et pour moi, en étant chez Alpine et en performant de temps en temps, il peut encore peut-être avoir une chance, peut-être chez Aston à la place de Stroll, je sais pas. Mais effectivement, au niveau des top teams, pour moi, ce qui est de Ferrari, ce qui est de Mercedes, Red Bull, ils iront pas chercher Pierre Gasly. Pour moi, Mercedes, ils sont en mesure d'aller chercher Esteban Ocon, par exemple, ou même un Mick Schumacher, peut-être, même si je pense pas que Toto Wolff le mettra à la place d'Hamilton. Ferrari, pour moi, ils iront chercher un Norris, un Albon, je pense pas un Gasly. Et Red Bull, ils vont aller piocher dans leur filière, ou pas, parce qu'il n'y a pas de talent générationnel qui se dégage à l'horizon. Mais je pense pas que Gasly soit le pilote vers lequel ils iraient piocher. Pour moi, par exemple, Red Bull irait chercher un Albon pour lui donner une deuxième chance. Parce qu'il est leader d'une écurie et qui performe. Mais oui, c'est pour ça que je suis d'accord dans le sens où il se bloque en allant chez Alpine. Et je suis pas d'accord dans le sens où c'était peut-être aussi le meilleur choix pour lui en 2023. Pour moi, et je dis bien pour moi, alors oui, Sergio Perez, c'est limité chez Red Bull, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est peut-être le meilleur choix. Et je pense aussi que pas grand monde serait capable de faire mieux que lui dans son rôle, dans le sens où il va chercher, entre guillemets, ce qu'on attend de lui en ce moment, même si début de saison, allez, le creux qu'il a entre l'Espagne et ça dure jusqu'à... Putain, ça dure longtemps en fait son creux, jusqu'à Budapest peut-être. Dans ce creux-là, effectivement, on était en droit d'en attendre plus, mais il faut savoir qu'il roule avec une voiture qui n'est pas réglée pour lui. Le développement, les réglages, tout va dans le sens du style de pilotage de Verstappen qui est unique. Parce qu'il faut dire les choses, Verstappen a un style de pilotage, il n'y a que lui qui roule comme ça, alors que le style de pilotage de Perez, c'est un style de pilotage qui est assez doux, assez conservateur, et des pilotes qui roulent comme lui. Alors il y en a, Hamilton est capable de rouler comme ça, qui d'autre est très bon dans le tire management, Bottas peut-être est capable de rouler comme ça aussi, Albon. Et le style de pilotage agressif de Max, pour moi, le seul qui pourrait éventuellement le matcher, c'est Alonso. Mais jamais Red Bull ira chercher Fernando Alonso pour mettre aux côtés de Max Verstappen. Et pour moi, donc dans le rôle de rapporter les points, de pas concurrencer Max, et oui, c'est frustrant pour Perez, mais un Ricciardo, un Tsunoda, un Lawson, aucun de la filière Red Bull et même aucun pilote sur la grille pour moi ne serait capable de faire mieux que lui, c'est possible. Mais dans son rôle précis, pour moi, Red Bull n'a aucun intérêt à le changer maintenant. Je suis assez d'accord. Pour moi, Perez, peu importe ce qui se passe maintenant, il a déjà fait son rôle. C'est avoir aidé Verstappen en 2021, en 2022 aussi. Bon,
c'était un peu plus compliqué, mais il a fait aussi son rôle. Mais surtout en 2021, c'est de faire gagner un titre à Verstappen, l'aider. Pour moi, il l'a fait de la meilleure manière en étant toujours en 2 contre 1 face à Hamilton tout le long de 2021. Donc pour moi, Perez, on a bien vu hein, dans une équipe moyenne, c'est un très très bon pilote. Donc pour moi, ça prouve juste que effectivement, un deuxième Red Bull est très compliqué à rouler, ou entre guillemets, n'est pas faite pour quelqu'un d'autre que Verstappen, qui a totalement confiance dans sa voiture. Et même Perez l'a dit plusieurs fois, et même tout pilote peut le dire, même Hamilton subit ces choses-là, c'est que quand un pilote n'a pas confiance en sa voiture, c'est impossible de rouler. Voilà, on a pu le voir aussi avec Alonso à Monza. Il n'avait pas de grippe avec sa voiture. Et tout Alonso soit-il, on a vu à Zandvoort, quand il est en confiance, c'est un pilote qui peut faire une P2 et menaçant même pour la victoire si il est vraiment en confiance. Et quand un pilote n'est pas en confiance, le pilote ne peut pas dégager de la performance. Malheureusement, Perez commence à en prendre un tout petit peu parce qu'on a vu quand même que la remontée qu'il a fait à Monza est très belle. Mais pour moi, ça ne sert à rien de prendre un Ricciardo ou un autre pilote parce qu'ils ne feront pas mieux que Perez. Verstappen est juste au-dessus. Ce que fait Verstappen est unique dans l'histoire de la Formule 1. Donc dernière unpopular opinion sur la F1. Pour moi, je trouve que le barème actuel n'est pas bon pour l'adversité, pour la compétition. Parce que mettre 25 points puis 18 pour le deuxième, je trouve qu'il y a un trop gros écart et que du coup, comme j'ai déjà dit avec le grand nombre de Grands Prix, et du coup, je trouve que c'est trop facile. Si un pilote gagne, je sais pas, 5 victoires d'affilée, il prend déjà presque un abandon d'avance sur son prédécesseur. Donc, je trouve que le barème de points devrait revenir, peut-être pas celui d'avant avec les 10 points, mais quelque chose peut-être entre 15, 12, puis après on redistribue les points pour le top 10. Mais on a les derniers vrais championnats à part 2021 qu'on a eu, et ceux de Mercedes où ils dominaient, étaient des championnats où le barème de points était très minimaliste. Moi je suis assez d'accord et ça rejoint aussi oui effectivement le truc des Grands Prix, c'est qu'avant tu faisais une erreur, c'était coûteux. T'avais pas cette marge d'erreur qu'aujourd'hui le nombre de Grands Prix et le barème de points. Allô, si Verstappen s'était sorti 3 fois en début de saison, et il aurait quand même rattrapé son retard quand on voit les 10 victoires d'affilée qu'il fait. Son retard, même si Perez prend 3 victoires, il le rattrape à Budapest, son retard peut-être. Alors oui, ça donne un peu plus de suspense, mais au final, le champion, ça sera le même. Et oui, les saisons à points plus resserrés, à écurie plus resserrés aussi, enfin à performance plus resserrée, et au final, ouais, ça donne des championnats plus spectaculaires où on sait moins ce qui va se passer. Et ouais, un barème de points où on réduit l'écart notamment entre le premier et le deuxième, ce serait pas mal pour moi. Ouais, par exemple, commencer aller peut-être à 15 points pour le premier, 12 pour le deuxième, 10 pour le troisième, histoire de mettre une petite différence. Et puis après, on descend, je sais pas, de 2 encore, et puis d'1 pour tout le top 10. Et ouais, ce serait un barème peut-être plus juste. Et aussi, la question serait de voir est-ce qu'on ne rallonge pas aussi le nombre de points. Parce que quand on voit le nombre d'écuries qui sont dans les points actuellement, en fait, au championnat constructeur, après, c'est pareil. Il y a un grand mixte entre la P6 et la P8. Je trouve notamment que Alpine et Williams, actuellement, c'est assez hétérogène. Et en fait, tu en as toujours un dans les points et l'autre en dessous. Est-ce que ce serait pas plus juste de mettre, par exemple, les deux dans les points et peut-être de rallonger jusqu'à la 12e place ce classement? Et notamment avec la rumeur de 2 écuries qui arrivent, 10 places dans les points pour 24 équipes, est-ce que c'est pas trop peu aussi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui, 24 pilotes, pardon, pas 24 écuries, 12 écuries. Et donc oui, 12 écuries, 12 places dans les points. Pourquoi pas? Pour moi, et je dis bien pour moi, Monaco, c'est un circuit qui est indéboulonnable du calendrier. Je vois beaucoup de gens qui veulent virer Monaco, machin, etc. parce que on se fait chier à Monaco, etc. Mais à Monaco, c'est pas tant la course qu'il faut regarder. Et moi, je trouve même que la course de cette année était très bien. Et même celle de l'année dernière était très bien. Il y a des courses, oui, c'est des purges à Monaco où ça double pas, etc. Mais je trouve quand même que la qualité de course est meilleure que ce que les gens disent. Il y a des circuits, pour moi, où on s'est bien plus fait chier qu'à Monaco cette année et même l'année dernière. Et ouais, Monaco, en fait, pour moi, c'est le prestige, c'est l'histoire. Ça fait partie de ces circuits qui doivent jamais bouger, comme Silverstone,
comme Monza, comme Spa, et quand j'entends que tous ces circuits sont menacés par des circuits à Madrid, à Nice, des parkings urbains, moi ça me fait mal au cœur. Monaco, c'est pas un parking, ça monte, ça descend, c'est hyper technique, et la qualification à Monaco, sincèrement, même, c'est la plus belle de l'année. Quand on voit le Tour de Verstappen cette année, et son troisième secteur, oui, il est vraiment, c'est la qualification, on est le plus à la limite. C'est une question de millimètres, et pas avec les lignes blanches comme en Autriche, c'est une question de millimètres avec les rails. Si on se rate de 3 millimètres, ben on n'a plus de train avant et on finit dans le mur. Et on est niqué pour la course du lendemain. Et pour moi, ouais, donc Monaco, ça fait partie de ces inamovibles, c'est un cadre, c'est l'histoire, et ouais, c'est un circuit qui ne doit pas bouger, contrairement à ce que je peux lire parfois. Je suis assez d'accord. Pour moi, il faut que les gens comprennent que la Formule 1 de base n'est pas un sport fait pour le spectacle. C'est juste un sport automobile où des fois, il faut accepter que les Grands Prix sont soi-disant ennuyeux. Même si pour moi, voir des pilotes à quelques centimètres des rails pendant 78 tours, ce n'est pas forcément ennuyeux. En tout cas, les pilotes ne vous diront pas ça. Et je trouve que Monaco, c'est vrai qu'à la télé, ça peut être quelque chose d'ennuyeux, mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vivre là-bas. Et ça change totalement la vision du Grand Prix. On comprend pourquoi Monaco est devenu ce qu'il est. Tu y étais, toi, en plus, cette année. Exactement. Donc, c'était du coup la deuxième fois. Et première fois dans l'ère hybride. Et du coup, j'ai pu vraiment constater que c'est quand même quelque chose, c'est quand même assez impressionnant de voir les pilotes se frayer un chemin à la piscine, au premier virage, et voir en fait à quel point ils vont vite en fait. Et c'est des choses qu'on n'arrive pas forcément à percevoir à la caméra. Moi, on le ressent vraiment en fait dans la vraie vie. On le voit même avec les autres catégories comme la F2 ou la F3 ou même la Porsche Cup où c'est incroyable à regarder. Donc pour moi, Monaco est un circuit qui ne doit jamais bouger. Voilà. Peu importe les finances, peu importe les travaux, ça doit rester. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nos unpopular opinions, et si vous en avez aussi, on fera sûrement une vidéo react si on a suffisamment, comme pour le tennis. Et quant à nous, on se dit bientôt. Ciao, ciao.